Je vous rappelle, pour finir concernant l'examen, s'il y en a qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont vu, qui veulent voir le solutionnaire, vous êtes bien les bienvenus à mon bureau, pas besoin de prendre rendez-vous, passez quand vous voulez, la porte est ouverte. Puis je vous ressors votre copie, je vous ressors le solutionnaire. Et sachez aussi que ça ne presse pas, là. On n'est pas obligé de se bousculer dans les prochains jours. N'importe quand avant la fin du trimestre, s'il fallait que j'aille oublier un point quelque part ou un demi-point, ça se corrige, vous le savez, je pense, en autant que les cotes ne soient pas faites là, à la fin du cours. Bon, OK. Alors, on a deux sujets importants, surtout le deuxième, 7.7, que vous ne voyez pas à l'écran. Je peux vous le montrer. Probablement le sujet le plus important du sujet 4, celui qui cause la difficulté à tout le monde. Mais non, mon Dieu, qui est important. On va enfin démystifier c'est quoi la fameuse perte déductible au titre de placement d'entreprise. Les espèces de pertes en capital déductibles que depuis le tout début de votre étude de la fiscalité, on vous dit tout simplement, je le répète là, je vais vous montrer ici. Donc depuis longtemps qu'on vous dit qu'il y a certaines pertes en capital déductibles à 3B qui sont rebaptisées, qui se font appeler des pertes déductibles au titre de placement d'entreprise, dans quel cas on les sort de 3B pour aller les déduire à 3D. On va tout éclaircir ce sujet-là maintenant ou presque. Juste avant, 7.6. Qu'est-ce qui arrive quand on est un investisseur et qu'on a un placement, qu'on a fait un placement dans une entreprise et que notre placement ne vaut plus rien? Donc, des fois, on parle d'histoires de placement qui sont des histoires d'investisseurs qui sont très positives, des spéculateurs qui font des investissements, qui font des profits phénoménaux. Mais l'autre partie de l'histoire qu'on entend moins souvent jaser, qui est tout aussi existante, c'est qu'il y a bien du monde qui font des investissements dans des entreprises, puis c'est le contraire, ça plante complètement, puis ils perdent complètement leur investissement. Comme le monde qui va au casino. Si tu écoutes le monde qui va au casino, tu les écoutes parler, ils gagnent tout le temps. Hein? Il n'y a jamais personne qui raconte qu'il est allé perdre là. Depuis qu'il y va, tu sais, tout le temps la même phrase, là, depuis que j'y vais au global, j'ai toujours fait un peu d'argent. C'est drôle, les casinos aussi disent ça. Il y en a un des deux qui ment. Fait que c'est un peu la même chose avec les investisseurs. Il y en a qui, on entend peut-être moins parler, mais qui, dans leur choix de placement, font des pertes énormes, même des fois perdent la totalité de leur investissement. Ça, c'est l'introduction. Ça va m'amener à une question bien pointue sur la fiscalité. C'est de ça qu'on va traiter. Juste avant, je vous dessine un peu ce cas-là, okay, d'un investisseur triste. Ils ne sont pas si tristes que ça, souvent, là. Imaginez une petite compagnie ici qui aurait besoin d'argent, là, communément appelée en anglais, excusez-moi l'anglicisme, une start-up. Donc, imaginez une entreprise qui est en tout démarrage. Puis ici, vous avez un riche investisseur qui est plein d'argent, puis qui cherche à faire de l'investissement. Bien, ça se peut qu'il y ait un mariage intéressant entre une compagnie qui a besoin de fonds et un investisseur qui veut faire une mise de fonds dans quelque chose. Imaginez que c'est très spéculatif, ce projet-là. Ça peut être imaginez que c'est des jeunes de 17 ans qui n'ont même pas de barbe au menton, puis qui disent dans leur sous-sol, c'est des histoires, des fois vraies, hein, qui disent dans leur sous-sol avoir trouvé le nouveau moteur de recherche qui va surplanter Google, là, puis s'ils pouvaient mettre la main sur $1 million, parce qu'on s'entend que les flots, ils n'ont pas une scène, s'ils habitent chez leurs parents dans le sous-sol, ils disent que s'ils pouvaient mettre la main sur $1 million ou 10 millions de dollars, ils seraient peut-être capables de mener leur projet à terme. Bon, méchant bel exemple de start-up, vrai, pas vrai, je ne le sais pas, mais il y a un riche investisseur qui y a cru. D'accord? Il y a un riche investisseur qui y a cru, puis qui a décidé d'investir 10 000 $, bon, pas 10 000, là, 1 million de dollars, disons, dans l'entreprise. Juste avant, quels sont les deux moyens pour un investisseur d'investir 1 million dans une compagnie? Il y a deux façons de le faire. Vous les savez. C'est quoi les deux options les deux façons au niveau juridique qu'on peut agir pour fournir des capitaux à une société? On peut acheter des actions pour 1 million de dollars ou on peut émettre un prêt. Ce qu'on appellera une créance, c'est juste un petit peu plus englobant. Fait que les deux façons pour faire un investissement, c'est soit en action, soit en créance. Donc, si on le fait en action, on devient actionnaire. Et évidemment, dans tous les cas, l'investisseur va demander un rendement sur son capital investi. Si moi, je mets 1 million là, pendant un an, je veux du rendement. Comment s'appelle le rendement qu'on paye à un actionnaire?
qui a investi en actions? Vous le savez. Comment on appelle le rendement qu'on paye sur le capital investi sous forme d'action? Eh boy, vous êtes gelés. Ça s'appelle le dividende. Comment ça s'appelle quand on rémunère un prêteur? Ça s'appelle de l'intérêt. Bon, rien de nouveau sous le soleil, c'est toutes des choses que vous êtes supposés savoir. Imaginez que finalement le projet, pout. Vraiment là, pout. Plus rien, la compagnie n'a jamais rien trouvé, ça n'a pas fonctionné. Dans la compagnie, le million, ils l'ont dépensé pour faire tous leurs tests, tous leurs prototypes. Ça n'a pas levé, ça n'a pas marché. Fait que dans la compagnie, il n'y a plus rien. Fait que l'investisseur qui a prêté 1 million puis qui dit « Hey, vous me devez 1 million, les gars », il n'y a plus rien. Que ce soit en action ou en créance, l'investisseur, c'est clair, il vient de perdre son million. Fait que c'est sûr qu'il vient de perdre son million. Quand vient le temps de faire son rapport d'impôt à l'investisseur, il nous compte cette histoire-là. J'ai investi 1 million dans une compagnie, j'ai tout perdu, j'aimerais ça faire ma perte en capital. C'est quoi le problème? Puis là, il est là la question fiscale. Où est le problème avec le fait que cette personne-là qui a perdu 1 million de dollars, il faudrait lui accorder une perte en capital? Mais qu'est-ce qui déclenche un calcul de gain ou de perte en capital? La disposition. On n'a pas de disposition ici. Donc, on a un problème avec les investisseurs qui ont des investissements qui ne valent plus rien, mais parce qu'ils ne sont pas capables de les vendre, bien sûr, qui achèterait ça un placement qui ne vaut plus rien dans une compagnie qui ne vaut plus rien? Personne, il n'y a pas de marché pour acheter ça. Donc, pour ces gens-là, on va déclencher une fiction où on va faire semblant que ces gens-là vendent le placement pour zéro, puis on va faire semblant qu'ils le rachètent pour zéro. Parce qu'ils en sont, au niveau légal, ils en sont encore propriétaires. Donc, aux fins fiscales, il va falloir simuler une vente de ce placement-là pour zéro dans le but de déclencher la fameuse perte en capital auquel ils ont droit, compte tenu de la réalité qui est qu'ils ont perdu 1 million de dollars. Oui? Ben aussi, quand tu fais affaire avec un courtier, tu peux lui faire une offre de ton placement. OK. Puis vérifier que le placement a une valeur de zéro. Jamais vraiment entendu parler de ça. C'est comme ça qu'ils font. Puis au niveau fiscal, c'est-tu reconnu comme étant un produit de disposition à zéro, tu penses? Oui, tout à fait. Oui? OK, c'est possible. Ça va pas à l'encontre de ce que je vous explique. Donc, quelles sont les conditions pour pouvoir faire une perte en capital lorsqu'un placement ne vaut plus rien? Ça dépend de la couleur. Si vous avez fait un placement en créance ou si vous avez fait un placement en action. On commence par le plus facile. Si mon investisseur a investi 1 million en créance, à la fin de l'année, ça ne vaut plus rien, est-ce que dans son rapport d'impôt, on peut faire semblant qu'il l'a vendu pour zéro? Oui, dès qu'il juge que la créance était recouvrable. Donc, ce n'est pas bien sévère. On dit à l'investisseur, tu as prêté 1 million dans une compagnie? Il dit oui. Est-ce que vous pensez que vous allez le recouvrir, le million? Non, je suis pas mal sûr que c'est irrécouvrable. Ben, c'est beau. Vous pouvez déclencher votre perte en capital. Donc, techniquement, il va y avoir ici là, le déclenchement d'un calcul que je vais vous simuler là. Donc, il va y avoir un calcul qui va se déclencher. Produit de disposition 0, PBR 1 million, et on va avoir notre fameuse perte en capital d'1 million. Ça, c'est pour un placement. Donc, ce n'est pas très sévère. Quand le placement est en créance, en bleu, il suffit que l'investisseur juge qu'il ne sera pas payé, qu'il peut faire cette fiction-là. Techniquement, là, la seconde d'après, il fait semblant de racheter son même placement pour zéro. Parce que je vous rappelle qu'au niveau juridique, il en est encore propriétaire. Donc, il faut mettre la table avec un PBR de 0 s'il fallait que ce placement-là reprenne de la valeur dans le futur. Toute reprise de valeur serait imposée comme du gain en capital parce qu'on lui a accordé une perte en capital jusqu'à une valeur de 0. Donc, techniquement, ce que ça dit, c'est fais semblant que tu vends pour 0, fais semblant que tu rachètes tout de suite après pour 0. Et tu vas pouvoir faire ta perte en capital. Si le placement est vert en action, c'est un petit peu plus sévère. Pour faire ce choix-là, on va aller vérifier des choses. 3 conditions, c'est des « ou ». C'est des « ou ». 1, il faudrait que la société dans laquelle tu as investi est en faillite. Donc, je pose la question à l'investisseur. Tu as investi en action vert dans une compagnie? Oui.
Est-ce que la compagnie est en faillite? Oui, elle a déclaré faillite, là, le syndic de faillite m'a envoyé une lettre. OK, c'est parfait. Tu pourras déclencher ta perte en capital. S'il répond non, elle n'est pas en faillite. OK, mais donc l'étape juste avant la faillite, c'est la liquidation. Une compagnie qui n'a plus aucune valeur, qui n'a plus aucun futur, souvent va se liquider avant de déclarer faillite. Donc si l'entreprise est en liquidation, juste avant la faillite, c'est correct. Peut-être que la compagnie n'est pas encore rendue là. Peut-être que la compagnie n'est pas en faillite, n'est pas encore en liquidation. Est-ce qu'elle est en très mauvaise santé financière? Donc, c'est le troisième critère que tu peux invoquer. Tu peux invoquer soit la faillite, soit la liquidation, ou soit la très mauvaise santé financière, qui est juste avant la liquidation, qui est juste avant la faillite. La très mauvaise santé financière, c'est 4 choses. 1, il faut que la compagnie soit insolvable. Une compagnie insolvable, c'est que ça n'a même pas assez d'actifs à court terme pour couvrir ses passifs. 2, la compagnie, il faut qu'elle soit inactive. Donc, on a encore la coquille, mais il ne se passe plus rien. Il n'y a plus d'opération dans la compagnie. Plus de vente, plus d'achat, plus de salaire qui se paye, il n'y a rien. Une coquille complètement inactive. 3, la valeur marchande de l'action est nulle. 4, on s'attend à ce que la liquidation arrive très bientôt. Donc, c'est une des... Quand on est en vert, il faut que la compagnie soit dans une de ces 3 situations-là. Si c'est le cas, tu as exactement le même calcul qui se déclenche. On fait semblant que tu vends ton placement en action pour 0, perte en capital d'1 million, et on fait semblant que tu le rachètes pour 0. Donc, un petit truc, une petite règle qui est prévue à l'article 50. Là, vous voyez, l'article n'est pas important, mais il est écrit ici. La plupart des comptables connaissent cet article-là, parce que quand un client vient nous voir en fin d'année, puis qu'on apprend, vous savez, hein, je finis avec ça, on ne l'apprend pas sur un relevé de courtier, ça. Il y a pas quand on regarde le relevé de courtier, ça n'apparaît pas. Pourquoi ça n'apparaît pas, cette transaction-là? Parce qu'elle n'a pas eu lieu au niveau juridique. En réalité, il n'y a jamais eu de vente. Mais si je fais parler un peu mon client, puis j'apprends qu'il a investi dans une compagnie qui ne vaut plus rien, qui est pogné avec ce placement-là qui ne vaut plus rien, c'est à moi à déclencher la disposition, grâce à ce choix-là. Ça, c'est vraiment celui qui fait le rapport d'impôt, qui doit être perspicace, puis qui doit avoir l'opportunité de déclencher cette fameuse disposition-là à 0. Donc, on a quelques exemples de ça, là, grosso modo, vous les regarderez. Les conditions ici, le premier, c'est un placement en action. Donc, M. X est actionnaire. Toutes les conditions sont satisfaites. Donc, vous voyez en vert, produit de disposition pour 0 et on simule un achat pour 0, tout de suite après. La fameuse perte en capital se fait au passage. C'est ça qu'on cherche. Deuxième scénario, c'est un prêt. On change de couleur, c'est un prêt. Les conditions sont satisfaites. Vente fictive pour 0, rachat fictif pour 0. Au passage, on fait la fameuse perte en capital. Troisième exemple, c'est un placement en créance de 70 000. Toutes les conditions sont satisfaites. Vente fictive à 0, rachat fictif à 0. Au passage, on fait la fameuse perte en capital. Donc, c'est pas mal tout le temps la même logique. C'est pas si compliqué que ça. Des questions? Donc, à l'examen, vous allez voir passer ça avec une petite histoire qui va vous être racontée de quelqu'un qui investit dans une compagnie en action ou en créance. La compagnie ne vaut plus rien, le placement ne vaut plus rien, puis l'investisseur est bien mal pris avec ce placement-là dans ses mains, qui n'a plus aucune valeur. Donc, à vous de penser à ce choix-là. OK, thème suivant qui est pas mal rattaché à la même petite histoire. D'ailleurs, j'aurais pu vous dire, le thème après la pause, c'est « ça va mal ». C'est tous les thèmes qu'on parle après la pause, là, c'est des petites histoires d'investisseurs qui vont pas bien. Le 7.6, un investisseur qui met 1 million dans une compagnie en créance ou en action, puis il perd tout. Puis là, on réussit par la bande à lui faire une perte en capital grâce au choix qu'on vient de voir. Puis là, si on continue l'histoire, c'est une perte en capital comme ça, d'1 million. Est-ce qu'on peut la transformer en perte déductible au titre de placement d'entreprise? Donc, la fameuse PDTPE, perte déductible au titre de placement d'entreprise, on va aller voir toutes les questions, toutes les conditions pour qu'une perte en capital puisse se transformer en PDTPE. Je ne vais pas m'étirer sur l'introduction en vous disant que c'est super important, parce que je me répète, mais juste que vous compreniez bien l'enjeu, là.
Imaginez que mon investisseur de tout à l'heure, qui vient de perdre 1 million de dollars, OK, en vendant des actions. Pas en vendant des actions, mais en ayant investi dans une compagnie, ça ne vaut plus rien. Puis vous faites un choix fiscal où on fait semblant qu'il a vendu les actions pour zéro. Fait que le gars a fait une perte en capital d'1 million. OK? Fait que je vais vous acter les deux types de comptables. Je ne suis pas bon acteur, je l'ai souvent dit. Le mauvais comptable ou le paresseux, intellectuellement, et le vif d'esprit. OK? Face à une perte en capital d'1 million, le comptable paresseux qui dit « Bon, ben, j'ai appris à l'école que si tu fais une perte en capital d'1 million, on la fractionne par 50 %. Tu fais une perte en capital déductible de 500 000 $. Une perte en capital déductible, c'est seulement utilisable contre des gains en capital imposables. As-tu fait des gains en capital imposables cette année? Non. Ah, ben tant pis. J'ai appris à l'école que ça s'en allait dans une banque. Ta perte en capital de 500 000 va s'en aller dans une banque, reportable moins 3 plus l'infini, juste contre du gain en capital. Ben, dire ça à l'investisseur, là, c'est comme lui dire que sa perte, il ne l'utilisera jamais. Si tu me comptes cette petite histoire-là, je veux dire, hey, arrête, là. Moi, dans ma vie, j'ai investi une fois. Je ne suis pas un investisseur régulier, une fois. La seule fois de ma vie que j'ai investi, c'est là, j'ai perdu 1 million. Vous me dites qu'à 50 % déductible, ça fait 500 000 $, puis que je vais pouvoir utiliser ça contre mes gains en capital imposables. J'en ferai jamais. J'en ferai jamais. Je vais mourir dans 35 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Je vais mourir que mon 500 000 va être encore dans la banque. Oh, tant pis. Ça, c'est le comptable paresseux. Le comptable vaillant va dire, attends un petit peu. Il me semble que j'ai vu quelque chose à l'école. Là. Il y a certaines pertes en capital déductible qu'on peut transformer en PT9 de DE. Une affaire de, vous ne vous rappellerez pas du nom, c'est normal. Je vais retourner voir dans mes livres, je vais appeler du monde. Je reviens avec ça dans une semaine. Fait que vous commencez à faire vos recherches, puis vous revenez dans ces systèmes-là, puis vous allez voir si la perte en capital déductible de 500 000 $ ne pourrait pas se qualifier de perte déductible au titre de placement d'entreprise. Donc, la perte en capital déductible de 500 000 $, le moitié d'1 million, on ne pourrait pas le transférer vers une PDTPE d'un même montant. Admettons que la réponse, c'est oui. Qu'est-ce que vous allez compter comme histoire au client une semaine plus tard? Sais-tu quoi? Ça, vous allez dire. Ta perte en capital déductible de 500 000 $, là, j'ai fait des recherches, j'ai réussi à vérifier les critères et on va faire en sorte qu'elle se qualifie de perte déductible au titre de placement d'entreprise. Là, le client va te répondre, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas ce que je te dis? Je vais essayer d'être plus clair avec toi. Ton 500 000 $ là, de perte, on va l'appliquer contre toute source de revenus. C'est plus clair, ça, dans ta tête? Ben, moi, je fais 50 000 de salaire. Ça veut-tu dire que cette année, contre mon 50 000 de salaire, tu vas me passer 50 000 de perte de PDTPE? Oui, c'est ça que ça veut dire. Et ainsi de suite pour les 10 prochaines années. Pour tes 10 prochaines années, ton rapport d'impôt va ressembler à ça. Salaire 50 000, PDTPE 50 000. Salaire 50 000, PDTPE 50 000. 10 ans de temps. Parce que tu en as pour 500 000. 50, 50, 50. C'est long à égrener une PDTPE de 500 000. Tu vas être 10 ans sans payer un sou d'impôt. Toutes les retenues qui sont faites sur ta paye là, à chaque 2 semaines, tu vas les récupérer en entier à chaque fin d'année parce qu'on va déclarer un revenu imposable de 0. Et ce, pendant 10 ans de temps. C'est-tu plus clair? Oui, c'est plus clair. C'est ça une PDTPE. Pensez pas que c'est un caprice, que c'est un déplacement, que ça mène à rien. Non, c'est de l'argent sonnant dans les poches des investisseurs pour qui peut profiter de cette transformation-là d'une perte en capital déductible qui a à peu près aucune utilité parce que ça prend juste du gain pour l'utiliser, versus la même perte qu'on passe en PDTPE et qui va annuler les revenus de n'importe quelle source et qui vont faire économiser une fortune d'impôt à l'investisseur. On a les conditions ici, entre parenthèses. Pour qu'une perte en capital se transforme en PDTPE, il faut être dans une des deux circonstances mentionnées en jaune et il faut avoir vendu un des deux biens qui est en vert, soit une action ou une créance dans une compagnie qu'on appelle une société exploitant une petite entreprise. Donc, un critère, il faut respecter un critère en jaune, puis un critère en bleu.
En jaune, dans quelles circonstances as-tu fait ta perte en capital? Il y a deux circonstances qui sont acceptées. Je ne les prends pas dans l'ordre. Soit tu as vendu ton placement à une personne avec qui tu n'étais pas lié. Donc, si ton placement, tu l'as vendu à une personne non liée, ta perte en capital pourra se transformer en PDTPE. L'autre possibilité, c'est que peut-être que ton placement, tu n'as jamais réussi à le vendre, tellement il ne valait rien. Et on vient de voir qu'en fiscalité, quand un placement ne peut pas être vendu tellement il ne vaut rien, bien, il existe un choix, justement, à l'article 50. L'article 50, ici, c'est exactement le sujet qu'on vient de traiter au point précédent. Donc, peut-être que ta perte en capital vient de là. Vient du fait que tu as fait un choix, en vertu de l'article 50, où on a fait semblant que tu vendais ton placement pour zéro. Ça aussi, ça serait acceptable. Ta perte en capital aurait une chance de se transformer en PDTPE. Donc, vous voyez, j'ai mis des cercles, là, cercle vert, cercle bleu. Juste un résumé. Comment tu as fait ta perte en capital? Bien, sur 3 possibilités, 2 sont acceptables et pourraient transformer la perte en capital en PDTPE. Le vert puis le bleu. Où tu es dans le trouble, c'est quand c'est en rouge. Donc, comment tu as fait ta perte en capital? 2 choix. Soit tu as vendu ton placement pour vrai à une autre personne, ou soit tu as fait semblant de le vendre pour zéro, tellement il ne valait rien. Dans ce dernier cas-là, quelqu'un qui fait semblant de vendre son placement pour zéro puis qui fait une perte en capital, parfait. La perte en capital peut se transformer en PDTPE. Si tu l'as vendu pour vrai, ton placement, il y a vraiment quelqu'un qui te l'a acheté, j'espère que c'est un non lié. Parce que si tu as vendu à perte à ta femme, oublie ça, ta perte en capital ne se transformera jamais en PDTPE. Donc, vous voyez qu'il faut éviter la case ici. Là. La case verte, la case bleue, ça va. Qu'est-ce qu'il faut vendre? C'est quoi le type de placement qu'il faut avoir vendu? Si on est un investisseur et qu'on a investi en actions ou en créance dans une compagnie, il faut que la compagnie se qualifie de ce qu'on appelle SEPE. Il faut que la compagnie dans laquelle vous avez investi se qualifie de société exploitant une petite entreprise. Donc, il faut avoir vendu une action dans une telle compagnie ou une créance dans une telle compagnie. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces termes-là? Puis vous allez voir que la mémoire devrait vous revenir. Une compagnie qui est une SEPE, vous allez voir, c'est une compagnie dont on veut être sûr que l'actionnariat est canadien. On veut être sûr que tu as investi dans une compagnie au Canada. Fait que vous allez voir que le critère, entre autres, c'est que la société soit privée, contrôlée par des Canadiens. Si je vous dis qu'il faut que 90% ou plus de la juste valeur marchande des actifs, rappelez-vous un test qu'on faisait sur les actifs, il fallait qu'à 90% ou plus, on puisse qualifier la valeur marchande des actifs de la compagnie comme étant des actifs utilisés en entreprise. Donc, très peu d'actifs dans la compagnie qui sont inutilisés pour l'entreprise. Très peu de placements, de choses comme ça. Ça vous rappelle-tu d'écrire des choses en fiscalité 1? Il me semble que non. Ce sont exactement, ici, la partie verte, là. Ici, la partie verte, c'est exactement les mêmes critères qu'on avait discutés en fiscalité 1 au niveau de la déduction pour gain capital. La fameuse exemption qui peut atteindre 800 000 800 000 fois 50 %. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est du fiscalité 1, mais c'est les mêmes critères. On revient avec les mêmes critères pour les investisseurs qui font des pertes. Donc, allons les revoir. Donc, une société, je vais me rester en vert, une telle société, il faut que ce soit une société qui est privée et qui est contrôlée par des Canadiens. Et il faut que, dans la compagnie, 90% ou plus de la juste valeur marchande des actions soit utilisée dans une entreprise. Donc, le critère, c'est la compagnie, il faut qu'elle soit une SPCC et il faut que 90% ou plus de la juste valeur marchande des actifs soit utilisée dans une entreprise. La compagnie ici, mes flots, ils voulaient faire quoi, mes flots, là, dans le sous-sol de leur maison, là? C'était quoi leur projet, leur rêve? Un moteur de recherche, je pense, là? Fait qu'ils avaient décidé de s'appeler
Search Web 3.0. Ça, c'était leur nouveau projet. Là. La compagnie s'appelait Search Web 3.0. Finalement, vous savez le reste de l'histoire. Pout. Fait que mon investisseur, je lui dis, on est toujours dans l'optique de dire, ta perte en capital, je vais te la transformer en PDTPE. Mais j'ai une couple de questions à te poser. Ça ne te dérange pas. En jaune. Comment tu le... Je vais te faire parler, ça ne te dérange pas. Je vous rappelle, il faut se raconter des histoires en fiscalité, je vous l'ai déjà dit. Donc, tu l'as vendu comment ton placement? Qu'est-ce qui est arrivé dans cette année avec ton placement? Ben, imagine qu'il te dit, mon placement, il ne vaut plus rien, puis tu m'as dit, il te répond, là, tu m'as dit que tu ferais un choix fiscal où on ferait semblant de vendre pour zéro, mon placement. Puis je ferais ma perte en capital d'1 million comme ça. Excellent. Ça, c'est parfait. On est bien parti pour que la perte se transforme. Imaginez qu'il me dit, non, finalement, mon placement, j'ai trouvé un acheteur. Il y a quelqu'un qui me l'a acheté pour 10 piastres, mon placement. Puis lui, il croit au moteur de recherche. Moi, j'y crois plus. Quelqu'un, il croit, il me l'a acheté pour 10 piastres. Ah, fait que tu l'as vendu pour vrai, ton placement. Oh, oui, je l'ai vendu pour vrai. À qui? Un inconnu. Excellent. On est correct, c'est bleu. Vendre à un inconnu, c'est correct. On est... Troisième possibilité dans la petite histoire. Ah, finalement, mon placement, je l'ai vendu pour vrai. Ouais, 10 piastres, il y a quelqu'un qui y croit au moteur de recherche. Moi, je n'y crois plus. Il me l'a acheté. C'est qui, cette personne-là? C'est mon beau-frère, là. Rouge. Si tu as vendu à une personne liée, tu es mort. Ta perte en capital ne se transformera jamais en PDTPE. Vous me suivez jusque-là? Deuxième question. La compagnie Search Web 3.0, est-ce que c'est une SEPE? Je ne comprends pas. Je vous imite dans les études de cas. Je ne comprends pas. Est-ce que la compagnie Web 3.0, Inc., est-ce que c'est une société exploitant une petite entreprise? Je ne comprends pas. Ray, client, comment tu veux qu'ils comprennent ça? Adapte ton langage. Bon, là, vous dites, dans ce temps-là, vous dites, je vais te rappeler. Fait que vous faites vos devoirs, vous me rappelez. OK, est-ce que Search Web 3.0, c'est une société privée? C'est quoi une société privée? Pas d'action en bourse. Donc, oui, c'est privé. J'ai 2 gars de Cap-Rouge là, qui habitent dans le sous-sol qui sont actionnaires de leurs parents. Est-ce que c'est contrôlé par des Canadiens? Privé, contrôlé par des Canadiens. Bien sûr, 2 gars de Cap-Rouge. Est-ce que 90% ou plus de la juste valeur marchande des actifs de cette compagnie-là, Search Web 3.0, est-ce que 90% ou plus de la valeur marchande des actifs sont des actifs utilisés dans le projet de navigateur Internet de l'entreprise? Il faudrait voir le bilan de la compagnie. Donc, il faudrait aller zioter le bilan de la compagnie pour voir là-dessus, juste statuer là-dessus. Donc, pour être capable de statuer là-dessus, il faudrait aller voir le bilan de la compagnie. Aller voir c'est quoi les actifs qu'il y a dans cette compagnie-là, puis s'assurer qu'il y ait au moins 90% des actifs qui soient des actifs utilisés dans le projet. Ça veut dire très peu de placements dans cette compagnie-là. Tu as de la place pour 10% d'actifs, pas plus, qui peuvent être des actifs inutiles. Placement, surplus d'encaisse, des choses comme ça. On va voir un exemple. Dernière chose, juste avant de finir, dernière chose. À la toute fin, il faut retrancher de notre calcul toutes les déductions pour gain capital qui ont été prises dans le passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les 2 mesures que vous avez étudiées, en fiscalité 1, la déduction pour gain capital, et en fiscalité 2, aujourd'hui, comment transformer une perte en capital en PDTPE, c'est 2 mesures qui sont intimement reliées. C'est 2 abris fiscaux qui visent les mêmes investisseurs. Juste pour être plus sommaire, permettez-moi de faire une petite parenthèse d'histoire. On a des investisseurs qui ont plein d'argent ici. Plein d'argent. Ils disent, leur argent, ils peuvent les investir partout dans le monde. Nous, au Canada, on aimerait ça qu'ils investissent dans notre petite compagnie canadienne. Nos petites compagnies canadiennes, c'est des SEPE, des sociétés privées, contrôlées par les Canadiens, puis qui sont activement en affaires au Canada. Pas des compagnies de placement, des compagnies qui sont à 90% ou plus en business. Fait que si on veut attirer l'investisseur pour qu'il investisse dans nos compagnies canadiennes, qu'est-ce qu'il faut lui donner à l'investisseur? Parce que je vous rappelle, il peut investir dans des compagnies partout dans le monde. Pourquoi il investirait dans nos compagnies canadiennes? Le riche investisseur. Il a cogné au bureau du ministère des Finances, puis il a dit, imaginez c'est ça l'effet des riches investisseurs. Ils disent au ministère des Finances du Canada, au gouvernement, donnez-nous des allègements fiscaux, donnez-nous des abris fiscaux.
qu'est-ce que vous nous promettez dans votre pays si on investit dans vos petites compagnies canadiennes? Imaginez que ça va super bien, mon placement, puis que je fais un gain capital. Allez-vous me taxer là-dessus? Si on répond oui, il va arriver quoi? Il va s'en aller ailleurs. Il va investir ailleurs. Donc, en réponse à cette demande-là, on leur a dit, ben, si vous faites du gain capital, on va vous exempter. On va vous donner une exemption qui va atteindre jusqu'à 800 000 $. Ton premier 800 000 de gain capital, tu n'auras pas d'impôt dessus. Ça s'appelle la déduction pour gain capital. Ben, le riche investisseur, il est bien content, mais il dit, c'est comme un enfant. C'est pas assez. Ça, c'est pas assez. Je viens de te donner un abri fiscal. Si tu fais un gain en vendant ton placement, on t'exempte sur 800 000 de gain. Il me semble que c'est bien. Non, c'est pas assez. Qu'est-ce qui arrive si je fais une perte? Il faut tout prévoir. Il faut que tu m'aides si je fais un gain. Il faut que tu m'aides si je fais une perte. Qu'est-ce que tu me proposes si je fais une perte? J'ai lu là, sur Internet que dans ton régime fiscal au Canada, les gens qui font des pertes mettent ça dans des banques. Il faut qu'ils attendent 30 ans pour utiliser ça contre des futurs gains. Ça ne m'intéresse pas. Si tu n'as pas mieux à m'offrir, j'investis ailleurs. OK. Si on faisait en sorte que tes pertes en capital, tu puisses l'éponger contre toutes tes sources de revenus, ferais-tu ton affaire? On va appeler ça une PDTPE. Laisse faire les mots, là. Ça revient à dire, ça ferait-tu ton affaire que si tu fais une perte en capital, qu'on te permette de la déduire contre toute source de revenus? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Fait qu'on est en train de gâter l'investisseur sur tous les volets. En fiscalité 1, on a vu qu'il était exempté sur ses gains. Maintenant, on lui dit que dans un cas de perte, on va aussi le gâter. Et l'affaire, c'est qu'ils sont reliés, ces mesures-là. Un investisseur qui prend de la déduction pour gain capital, ça lui fait perdre la possibilité de transformer une perte en capital en PDTPE. Et l'inverse est vrai aussi. Un investisseur qui se servirait beaucoup dans la mesure rouge perdrait de la mesure verte. Dollar pour dollar. Si dans ta vie, tu as pris pour 800 000 d'exemption pour gain capital, je t'annonce que tes 800 000 premières pertes que tu vas faire ne seront pas transformables en PDTPE. Chaque dollar pris d'une mesure t'ampute d'un dollar dans l'autre mesure. Donc, je répète, si un investisseur a pris tout son 800 000 dans sa vie, je peux vous jurer que la fois où il fait une perte, le premier 800 000 de perte en capital, même si tous les critères sont satisfaits, son premier 800 000 de perte ne se qualifiera pas de PDTPE. Il est amputé d'un montant équivalent de l'autre mesure fiscale. Donc, c'est ce qui est exprimé ici en vert. À la toute fin, au niveau de la PDTPE, il faut venir retrancher toutes les déductions pour gain capital qui ont été prises dans la vie par cette personne-là. Donc, ça va nuire quand vient le temps de prendre la deuxième mesure fiscale. OK, je vous donne un exemple plus chiffré pour... on illustre tout ça dans un exemple chiffré qu'on retrouve, je passe des pages parce que tout ça a été dit autrement. Ça nous amène à la page 241. On a un actionnaire qui s'appelle M. Royer. Des fois, on dit que c'est des riches investisseurs, mais ce n'est pas tout le temps des riches investisseurs. Ça peut être des entrepreneurs bien modestes. On a M. Royer qui a acheté des actions dans une compagnie qui s'appelle ABC Incorporé. Ça fait très longtemps qu'il a fondé ABC Incorporé. Qu'est-ce que c'est ABC Incorporé? C'est un atmosphère. Vous connaissez les magasins atmosphère? C'est un atmosphère dans un centre d'achat au Lac-Saint-Jean. Ça fait 10 ans. Ces actions-là ont été achetées à l'époque 195 000. Quand vous faites parler M. Royer, parce qu'il faut toujours faire parler les gens, vous apprenez que M. Royer a déjà eu un autre magasin. En plus d'avoir son atmosphère au Lac-Saint-Jean, il a déjà eu une franchise Canadian Tire. Puis en 98, il a vendu ses actions dans sa petite franchise de Canadian Tire, puis il a fait un gain dans son rapport d'impôt 98. Vous voyez, c'est en jaune. Il a fait un gain capital de 12 000 $ en vendant les actions. Puis, à l'époque, c'était imposable aux 3/4. Donc, on a imposé 9 000. Et M. Royer me dit en mots pas trop compréhensibles, là, il me dit, n'oublie pas, Nicolas, là, en 98, quand j'ai fait mon gain de 9 000, je n'ai pas payé d'impôt là-dessus.
Pourquoi tu n'as pas payé d'impôt? Ben, j'ai pu profiter de la mesure là, déduction pour gain capital. Tu sais, le gros 800 000 qu'on peut appliquer contre nos gains. Là. Ben, sur ce 800 000-là, moi, je n'ai pris 9 000. Ou en tout cas, pour annuler tout mon gain sur ma vente d'actions. Donc, dans ma tête, ce gars-là a déjà pris 9 000 de déduction pour gain capital. C'est pas énorme, mais ça va avoir un impact aujourd'hui sur sa vie. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, il y a quelqu'un qui rentre au magasin. Je peux vous l'acter si ça vous plaît. Là, il y a un acheteur inconnu. On ne sait pas que c'est un acheteur. Un gars qui a un manteau, un veston, qui rentre dans le magasin ou Atmosphère au Lac-Saint-Jean. Puis là, la petite vendeuse, elle vient, donc c'est moi, elle m'approche, puis elle dit, monsieur, bonjour, voulez-vous un caillot, un canac, voulez-vous quelque chose, du lin? Non. Je voudrais voir le propriétaire du magasin. Fait que là, elle dit, là, je dis, je voudrais voir M. Royer, je savais que c'était lui l'actionnaire. Fait que là, elle dit, M. Royer, il n'est pas là, peut-être que vous pourrez prendre le... Là, je vais voir M. Royer tout de suite. OK, je reviens. Fait que là, elle s'en va en arrière, puis là, M. Royer revient. Là, c'est un gars grisonnant, dans la soixantaine avancée, tu sais, je dis bonjour, M. Royer, ça va bien, Nicolas Boivin. Il est beau votre magasin, hein? Ah, je sais, merci. Ça fait longtemps que vous avez ça. Ah, ça fait 10 ans que j'ai fait 10 ans que j'ai acheté des actions de ce magasin-là, puis depuis ce temps-là, il est à moi. Fait que là, je lui dis, Atmosphère en passant, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les 10 dernières années, c'est pas la franchise qui était la plus prospère. Là. Ça n'a pas trop pris de valeur, là, à Atmosphère. Fait qu'il se demande bien s'il va être capable un jour de vendre ça, puis combien. Fait que je lui dis, je voudrais vous acheter vos actions. Là, M. Royer dit, je ne suis pas à vendre. Ils disent tout ça. Là, je le regarde dans les yeux. Je dis, je vous offre 155 000 là. Puis imaginez que je sors le paquet d'argent, ça serait spectaculaire. Là. Je te donne 155 000 là. Boum! Tes actions. Hop, tout d'un coup, il se met à réfléchir, 155 000, n'aurait-tu assez pour sa retraite, ta. Finalement, il accepte. Donc, il accepte de me vendre ses actions 155 000. Donc, M. Royer va avoir cette année une vente d'actions avec un produit de disposition de 155 000. Calcul n'est pas bien difficile à faire. Vous voyez vers où il s'en va? 155 moins le prix payé, 195. Perte en capital de 40 000 $. Il vient vous voir en fin d'année. Vous faites le rapport d'impôt de M. Royer. Le comptable paresseux, intellectuellement, ouvre l'enveloppe, regarde les feuillets, n'a jamais vu passer la vente d'actions. Bien sûr, pose pas de questions. Moi, je mets feuillet, je pitonne, voilà, j'imprime, j'envoie. Comptable un peu plus vaillant, fait parler son client. Moi, ça a été cette année, quoi de spécial cette année, au magasin, ça a-tu bien été cette année? Ah oui, en passant, tu sais pas, j'ai vendu mes actions de magasin. Oh boy, tant que je le sache. Je suis en train de faire ton rapport d'impôt de l'année. Fait qu'on le fait parler. Vous avez vendu vos actions de cette année? Ah ouais, je savais pas que vous étiez prêt à vendre. Ben moi non plus, je savais pas, mais finalement, je suis prêt à vendre. Comment vous avez vendu ça? 155 000. À qui vous avez vendu ça? Ben un acheteur inconnu. Bon, tu sais, parfait. Il y a une perte en capital. On va calculer une perte en capital là-dessus. Comptable vaillant, le comptable paresseux intellectuellement, pas aussi pire que l'autre d'avant, mais le deuxième paresseux, il dit quoi? Perte en capital de 40 000, déductible à 50 % 20 000, on met ça dans la banque. Puis, M. Royer, un jour, si vous faites du gain, là, vous pourrez prendre votre perte de 20 000, perte en capital déductible. Il n'en fera jamais de gain. Et le plus vaillant, il dit quoi? Cette perte en capital déductible-là, ici, là, de 50 % là, la perte en capital déductible de 20 000, ça pourrait-tu se transformer en PDTPE? Gros point d'interrogation. Va aller voir ça. Fait que tu es actif, tu es vaillant, tu poses des questions, tu ne conclus pas trop vite, tu revises tes affaires et tu vas aller vérifier si cette perte-là ne pourrait pas se qualifier de perte déductible au titre de placement d'entreprise. Vous ne le savez pas par cœur. Vous allez aller voir les critères. Ils sont ici, les critères. Tranquillement, on va aller voir les critères. C'est copier-coller. Il faut respecter une de ces deux circonstances-là, puis il faut avoir vendu un de ces deux biens-là. Copier-coller. Est-ce que M. Royer respecte une des deux conditions qui est en jaune? La première, ça serait si M. Royer se ramassait avec des actions de l'atmosphère qui ne valent plus rien, puis qu'il soit pogné avec ces actions qui n'ont plus aucune valeur, puis qu'il ne soit plus capable de les vendre à personne, ces actions. Dans ce cas-là, on aurait pris M. Royer et on lui aurait dit, cette année-là, on va faire semblant que tu les as vendues pour zéro, tes actions. Puis on aurait eu une perte en capital de 0 moins 195 000 de perte en capital. Ça aurait été ça, la petite histoire. On n'en est pas là. Fait que c'est pas ça qui s'est appliqué. 2, est-ce qu'il a vendu à un non lié?
Est-ce qu'il a vendu ses actions à un non lié? Oui. Donc, on est correct. La deuxième condition est satisfaite. Il a vendu ses actions à un non lié. Comprenez que s'il avait vendu à son beau-frère le magasin, on serait mort. Il y a la perte en capital. Si on avait vendu à une personne liée, ça ne marcherait pas la transformation de la perte qu'on essaie de faire en PDTPE. 2. Est-ce que M. Royer a vendu des actions ou une créance dans une société qui est une SEPE? Premièrement, est-ce qu'il a vendu des actions ou il a vendu des créances? La petite histoire dit que M. Royer a des actions dans la compagnie ou une créance dans la compagnie? Des actions. Je vais le faire tout seul, je pense. On va aller plus vite. Fait qu'il n'y a pas, de placement en créance dans cette histoire-là. Il y a une histoire d'action. M. Royer a vendu des actions. Est-ce que la compagnie en question se qualifie d'SEPE, Société exploitant une petite entreprise? Allons voir. Il faut que la compagnie en question soit une société privée. Il faut qu'elle soit sous contrôle canadien. Et il faut que 90% ou plus de la valeur marchande des actifs soit utilisée activement en entreprise à la date de la transaction. Donc, est-ce que la compagnie est privée? Bien sûr. Check. Est-ce que la compagnie est contrôlée par un Canadien? Bien sûr. M. Royer est le seul actionnaire? Check. Est-ce que 90% ou plus de la valeur marchande des actions de la compagnie, la juste valeur marchande des actifs de la compagnie, pardon, sont utilisés en entreprise? Pour répondre à ça, il faut avoir le bilan. M. Royer, sortez-moi le bilan de votre magasin. Je veux voir le bilan de ABC. Je pense qu'elle s'appelle comme ça, la compagnie, là. Sortez-moi le bilan de la compagnie ABC en date de la transaction, en date du 14 novembre. Fait que voilà, le client me sort son bilan que j'encadre. Ici. On reconnaît un bilan de magasin. Ça ressemble pas mal à l'atmosphère à l'œil, là. On a de l'encaisse, des comptes clients, des inventaires. Vous voyez un peu, là. Donc, 525 000 d'actifs. Est-ce que ce bilan-là va m'être utile pour vérifier le critère du 90% que je tente de vérifier? Le critère exige que 90% ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs soient des actifs utilisés en entreprise. Un bilan, est-ce que ça montre les actifs à la juste valeur marchande? Non. Fait que ça ne me donne rien, ces valeurs-là. Je ne peux pas faire un test sur les coûts, parce qu'un bilan, je vous rappelle que c'est des coûts d'origine. Fait que je redonne le bilan à M. Royer, je dis non, ça ne marche pas. Imprimez-moi un bilan à la juste valeur marchande. Avez-vous déjà vu ça, vous, un logiciel où il y a un bouton imprimer bilan à la juste valeur marchande? Pout! Ça n'existe pas. Fait que comment on va établir le bilan à la juste valeur marchande? C'est pas en demandant au client. C'est pas de cette façon-là, en tout cas. Donc, en pratique, on prendrait le bilan qui nous est fourni. Puis chacun des postes, on essaierait d'obtenir sa valeur marchande pour nous-mêmes, manuellement, fabriquer le bilan à la juste valeur marchande. Pour ça, bien sûr, il faut se faire aider de la personne qui connaît le mieux le marché, qui connaît le mieux les atmosphères, qui connaît le mieux son magasin, M. Royer. Moi, comme comptable, je ne connais rien ces magasins-là. Quand je vois des stocks de vestes, je ne connais rien dans les valeurs marchandes de tout ça. Fait que M. Royer va m'assister, puis le mieux qu'on peut, en discutant avec lui, on va essayer d'établir la valeur marchande des postes. En pratique, c'est comme ça que ça se ferait. Donc, 28 000 dans la caisse. Vous voyez ici, on a 28 000 dans la caisse. Ben, ça vaut 28 000. Là, ça, c'est l'argent qui est dans le compte de banque. Des comptes clients. 40 000 de comptes clients selon les états financiers. Je prendrais la peine de poser la question à M. Royer. C'est correct de mettre 40 000 de comptes clients au livre. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne critique pas votre comptabilité. Mais en ce moment, comme fiscaliste, j'ai besoin de connaître la vraie valeur marchande de chacun des postes. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez recouvrir tous ces comptes clients-là? On peut-tu regarder ensemble votre liste de comptes clients? 40 000. On imprime la liste de comptes clients. Vous avez déjà vu ça, j'imagine, une liste de comptes clients? 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours. Mais on va voir dans le 120 jours. Hey, 120 jours au atmosphère. Ça fait 4 mois qu'il y a des clients qui ont parti avec du stock au atmosphère, ils n'ont pas payé encore. C'est ça, là. Là, je vois Mme Tremblay, elle a acheté 2 kayaks, ça a coûté 2800. Elle est dans le 120 jours. C'est quoi l'histoire avec Mme Tremblay? Ah, parle-moi-en pas, je me suis chicané avec son mari, elle ne veut pas me payer. Ben, elle est encore dans un compte client, mais en faisant parler un peu le client, je doute, on peut penser que ce compte client-là, à titre d'exemple, ne sera pas vraiment récupérable. Puis ainsi de suite. Je le fais parler un peu sur ces vieux comptes clients, puis j'apprends peut-être que
des vrais comptes clients vraiment recevables, qu'on pense vraiment pouvoir récupérer, moi, je l'établirais, par exemple, à 36 500. À titre d'exemple. Inventaire, 313 000 d'inventaire. Même chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta liste d'inventaire, M. Royer? Ça vaut-tu vraiment 313 000? C'est les coûts. Mais ça vaut quoi aujourd'hui? Comment on pourrait déterminer ça? On pourrait faire une prise d'inventaire physique. On pourrait venir dans le magasin un soir, prendre toute la prise d'inventaire physique du vrai stock qui est ici, qui est vendant, puis peut-être qu'on arriverait à une valeur différente. Ou la regarder, la liste. Encore une fois, demander au client, sors-moi ta liste d'inventaire. Peux-tu me la trier, s'il vous plaît? Pas par numéro d'article, non, trie-moi-la par date d'achat. Je voudrais voir des plus vieux achats aux plus récents. On commence. On a ici des achats faits en 1998, un stock de 50 vestes chlorophylle rose fluo. C'était à la mode en 1998, vous vous souvenez pas de ça? 35 000 pièces. C'est encore dans la liste d'inventaire des achats de vestes chlorophylle de 1998. Ils sont où, M. Royer, ces vestes-là? Je suis en magasin, je ne vois pas de fluo sur les murs. Ils sont où? Ben, ils sont au backstore dans une boîte de carton. Si M. Royer se fait prendre avec du stock acheté en 98, son plancher, c'est un plan pour que le franchiseur il retire sa franchise. Il a mis ça dans sa boîte de carton en arrière. En réalité, ça n'a pas de valeur. On biffe ça, on biffe ça, on biffe ça. Tout stock qui n'est pas ici, qui n'a pas réellement une valeur vendable, il faudrait, avec l'aide de M. Royer, l'exclure. Puis ici, j'arrive par exemple à 280 000 de stock qui est vraiment, mais vraiment vendable. Des frais payés d'avance. Qu'est-ce que c'est des frais payés d'avance? Donc, c'est des fournisseurs qu'on a payés à l'avance pour lesquels on n'a pas obtenu encore les services. Donc, ça vaut ça. J'ai, par exemple, 1 200 $ de fournisseurs de l'assurance, de la CSST, que j'ai payé, puis je suis en attente de recevoir le service. Ça vaut ça, c'est des services à recevoir. Un dépôt à terme, vous savez c'est quoi un dépôt à terme? Ça n'a pas pris de valeur. Un placement en action. 21 000. Donc, le magasin avait un peu... M. Royer me conte l'histoire. Pourquoi un placement en action? M. Royer me dit que le magasin, le lendemain du Boxing Day, a un peu de surplus de liquidité. Normalement, les coffres sont pleins. Puis tant qu'à rien faire avec cet argent-là, il l'a placé. Fait que si tu as acheté des actions à la bourse, ça a coûté 21 000. Ça vaut combien aujourd'hui, ces actions-là? Bon, je ne sais pas, ça fait longtemps que je peux aller voir. Ben, moi, je vais voir sur Internet, je pitonne, puis ces placements, ils ne valent plus 21 000, ils en valent 15. Immobilisation. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, on marque une automobile. Je vois qu'il y a un Jeep Cherokee là, 2012. Au livre, 29 000. Pourquoi vous avez un Jeep Cherokee? Vous n'avez pas besoin d'un Jeep pour que tu exploites une atmosphère. Bref, il me compte, c'est ma fille qui va au cégep avec le Jeep. Ah, OK. Puis il vaut combien le Jeep aujourd'hui? 29 000, c'est quoi en passant, 29? Quand on regarde les états financiers comptables, c'est quoi comment on décrirait ça, le chiffre qu'on retrouve aux immobilisations? C'est-tu le coût? Le coût moins l'amortissement cumulé. Donc, c'est la valeur nette comptable. C'est le coût d'origine moins l'amortissement qui est dépris en comptabilité. Est-ce que ça reflète parfaitement la valeur du véhicule aujourd'hui? Pas nécessairement. Allez voir au Redbook, allez voir des comparables. Jeep Cherokee 2012, ça vaut 22 000 $. Moi, je dis que ça vaut 22 000. Les autres immobilisations, ben, on retrouve tout ce qu'il y a dans le magasin, comptoir, l'informatique pour faire la caisse, toutes les racks, excusez-moi l'expression, l'enseigne à l'avant, tout ça. Au livre, 63 000. Je vous rappelle que c'est coût moins amortissement cumulé. Moi, je juge que ça a perdu un peu plus de valeur que ça pour vrai. Je l'évalue toutes les immobilisations à 55 000. Donc, quand je fais la somme, j'arrive à une valeur marchande de 467 000. Donc, j'arrive à 467 250 d'actifs à la juste valeur marchande. Ça se peut-tu qu'il y en ait qu'il y ait un autre actif détenu par cette compagnie-là, puis que je ne vois pas au bilan? Se pourrait-il? Pourtant, on dit qu'un bilan, moi, on m'a toujours expliqué qu'un bilan en comptabilité, c'est la photographie. C'est une photographie des actifs à une date donnée. Fait qu'au 14 novembre, là, la date du bilan qu'il y a là, quand on a pris une photo, là, clic, clic,
C'est ça qu'il y avait sur la photo. Je repose ma question. Se peut-il qu'une compagnie soit propriétaire d'un actif, mais qu'on ne voit pas sur la photo? Si oui, ce serait quoi? Exactement. Si une compagnie s'est créée un achalandage, si une compagnie s'est créée elle-même un achalandage qu'elle n'a pas payé, là, elle n'a jamais payé pour ça, elle l'a créé elle-même de par sa bonne réputation, ses clients fidèles, son bon emplacement dans le centre d'achat, si une compagnie s'est créée cet achalandage-là, il a une valeur, mais il n'apparaît pas au bilan. Parce qu'au bilan, si ça n'a pas été payé, ça n'apparaît pas dans un bilan comptable. Donc, il faudrait, nous, le considérer dans notre liste, ici. Parce qu'il a peut-être une valeur. Pensez-vous que cette atmosphère-là a un achalandage comme actif? Ceux qui me disent, je vais imiter un étudiant qui est fictif, là, qui n'est pas vrai, mais un étudiant qui dirait non, ça n'existe pas, ça. L'achalandage, c'est une histoire de. Les gens ne payent pas pour ça, un achalandage. Je voudrais juste vous poser la question suivante. Comment vous expliquer? Ici, là, vous avez un magasin, quand vous regardez le contenu du magasin, qui a 467 000 d'actifs à la juste valeur marchande. On vient d'en faire la démonstration. Combien il y a de passifs dans cette compagnie-là? Regardez en rouge. Il y en a des passifs pour 362 000. Permettez-moi d'arrondir. « 105 000 à peu près, 467 moins 362. Comment vous expliquer que quand on regarde cette compagnie-là à l'intérieur, on regarde son contenu, on retrouve 467 000 d'actifs à la valeur marchande, puis 362 000 de passifs. Fait qu'en termes de contenu en pièces détachées, ce magasin-là vaut à peu près 105 000. Comment vous expliquer qu'un acheteur inconnu est rentré dans le magasin et a offert 155 000 pour cette compagnie-là, qui en contient 105 000? Comment vous expliquer qu'un acheteur est prêt à payer 155 000 pour cette compagnie-là? C'est ce que je viens de faire tantôt en rentrant dans le magasin. Quand on regarde à l'intérieur, puis qu'on voit du contenu pour 105 000 à la juste valeur marchande, ben c'est peut-être parce que l'acheteur reconnaît qu'il y a un actif intangible dans cette compagnie-là qu'on ne voit pas, qui n'est pas facile à quantifier, mais qui vaut à peu près 50 000 $. L'acheteur, dans son offre d'achat, lui-même fait la démonstration que dans cette compagnie-là, il y a à peu près 50 000, donc 45 là, ou 45-50, là, il y a à peu près 45 000, 50 000 d'achalandage parce qu'il est prêt à payer 50 000 plus cher que ce que contient la compagnie. Si un acheteur n'est pas prêt à donner cet achalandage-là, n'est pas prêt à payer M. Royer pour cet achalandage-là, disons un acheteur un peu baveux qui dit « Oh, votre atmosphère, là, ça vaut 467 moins 362, votre atmosphère, il vaut 100 000. » C'est son contenu. Puis moi, je ne paye pas pour l'achalandage. Un acheteur qui dirait ça, M. Royer, va répondre quoi, M. Royer? Tu ne veux pas payer pour l'achalandage? Check-moi bien aller. Juste avant que tu prennes possession du magasin, je vais écrire une lettre à tous mes clients disant que je me retire, de les remercier de leur fidélité, et que pour l'avenir, s'ils veulent être bien servis, qu'ils aillent au Atmosphère à Jonquière. Parce que moi, j'ai plus confiance au nouveau propriétaire du Atmosphère qui vient d'acheter ici, disons, à Alma pour faire une discussion. Tu vas voir que ta clientèle, là, elle ne suivra pas la vente. Elle va toute s'en aller. Tu ne crois pas à ça, à l'achalandage? Je ne te vends pas la bannière. Le nom Atmosphère, je l'ai payé pour, j'ai créé une valeur autour, je ne te le vends pas. Fait que tu ne pourras pas t'appeler Atmosphère. Sais-tu comment il va falloir que tu t'appelles Jean-Louis vend du vêtement sportif? C'est sexy. Tu n'auras pas les couleurs Atmosphère, tu n'auras pas le nom Atmosphère, je ne te la transfère pas la franchise si tu ne me payes pas d'achalandage. Tu ne me payes pas l'achalandage, je ne te transfère pas le bail. Moi, j'ai un bail dans le spot le plus hot au centre d'achat. Vous savez, c'est où les spots les plus hauts au centre d'achat? À côté des restaurants. C'est là que le monde se tienne. Tous les loyers autour du restaurant, c'est les meilleurs logements. C'est les meilleurs locales dans un centre d'achat. Les pires, c'est où? Dans le bout. Dans le bout, à côté du Dollarama. Fait que tu veux pas m'acheter d'achalandage, je te transfère pas le bail. J'appelle le propriétaire et je dis que je garde le bail pour moi, je me ferai d'autres choses dans ce local-là. Toi, va-t'en à côté du Dollarama. Tu
Tu vas voir, ta clientèle n'est pas au Dollarama. Ça va bien mal aller, un Jean-Louis vendu plein air, situé à côté du Dollarama. Bonne chance. Là, il dit, OK, j'ai compris. Comment tu veux pour toi? Il va dire, l'acheteur risque de dire, j'ai compris, tu veux combien? Je veux 50 000 d'achalandage. C'est beau. Fait qu'il va me donner 100 plus 50 000. Donc, il faut le considérer, ça. Il faut le considérer, cet achalandage-là, ici, comme un actif qui n'est pas au livre, qui n'apparaît pas ici, mais qui a quand même une valeur. Il y a différentes façons de l'établir. Moi, je vous ai montré que je l'ai établi en faisant la différence entre le contenu de la compagnie et ce qu'un acheteur est prêt à payer pour la compagnie. Donc, j'ai à peu près 50 000 d'achalandage, compte tenu qu'un acheteur paye 155 000, une compagnie qui a 104 de contenu. Excellent. Bon. Maintenant, partez-vous 2 colonnes. Maintenant qu'on a identifié tous les actifs, vous devez me dire lesquels. Vous allez me partir 2 colonnes. Une colonne qui s'appelle « Utilisé en entreprise », puis une autre colonne qui s'appelle « Non utilisé ». Chacun des actifs, vous me le classez dans une de ces 2 colonnes-là. « 28 000 dans la caisse », est-ce que c'est nécessaire pour opérer un atmosphère ou c'est pas nécessaire? Est-ce que vous allez le mettre dans la colonne « Utilisé pour l'atmosphère » ou « Pas nécessaire pour l'atmosphère » ? C'est sûr que ça prend un minimum d'encaisse. On ne peut pas dire que pour fonctionner correctement, ça prend de l'argent dans le compte de banque. Il faut être capable de payer les fournisseurs à tous les semaines. Il faut être capable de payer les employés. Mais ça prend peut-être pas un énorme encaisse. Moi, j'ai tranché, là, je me suis renseigné, puis tout le monde me dit qu'avec un 8 000 de fonds de roulement, c'est suffisant. Les magasins, normalement, quand ils ont 8 000 dans le compte de banque, ça marche bien. Ils rentrent de l'argent, ils en ressortent, ça marche bien. 28 000 d'encaisse, ça commence à être beaucoup. Moi, j'ai fait le choix d'en placer 8 dans la colonne nécessaire au magasin, puis un 20 000 comme étant un actif non nécessaire. Je juge, moi, qu'il y a 20 000 dans la caisse qui ne sert à rien. Dit autrement, le magasin ne l'aurait pas que ça marchait aussi bien. Il n'y a pas de truc pour. J'invente des données quand je vous dis ça, là, mais un encaisse, il faut être critique. Oui, ça peut être un fonds de roulement, un encaisse, mais quand c'est trop, à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est nécessaire, puis on peut juger qu'un excédent ne sera pas nécessaire. J'en ai mis 8 000 ici, j'en ai mis 20 000 ici. Des comptes clients, c'est-tu nécessaire pour opérer un magasin? Bien sûr que oui. Pensez-vous que c'est de gaieté de cœur que le commerçant fait crédit à ses clients? Pensez-vous que le commerçant n'aimerait pas mieux de payer comptant? C'est parce que la clientèle le demande. Donc, si la clientèle le demande, tu fais crédit, puis c'est un actif d'entreprise. L'inventaire, est-ce que c'est nécessaire pour opérer un magasin? Évidemment. Des frais payés d'avance, c'est-tu nécessaire pour opérer un magasin? Qu'est-ce qui arrive si tu dis à ton assureur, non, moi je ne paye pas mon assurance 1 an d'avance, ça ne me tente pas. Il ne t'assurera pas. Fait que pour avoir le service, pour certains fournisseurs, tu es obligé de payer à l'avance. Tu n'as pas le choix. Fait que oui, ça fait partie des actifs nécessaires. Un dépôt à terme, c'est nécessaire pour opérer un magasin? Bien sûr que non. C'est du surplus, ça. Des acomptes provisionnels. On les a passés, les acomptes provisionnels. Qu'est-ce que c'est des acomptes provisionnels? C'est de l'impôt que tu as envoyé à l'avance. C'est-tu nécessaire de faire ça pour opérer ton magasin? Tu n'as pas le choix. C'est pas de gaieté de cœur que tu payes des acomptes provisionnels, parce que le gouvernement te l'oblige. Fait que si tu veux être en respect des lois, il faut que tu payes ton impôt à l'avance, sous forme d'acompte provisionnel. Placement en action, c'est-tu nécessaire pour opérer un magasin? D'avoir un placement en action? Non. C'est superflu, on pourrait s'en passer. Des immobilisations, c'est-tu nécessaire pour opérer un magasin? Ça dépend lesquels. Un Jeep Cherokee pour ta fille au cégep, c'est nécessaire? Non, lui, on ne le qualifie pas. Les autres, oui. Fait qu'allez voir, j'ai fait la même chose que vous. J'ai disqualifié 20 000 dans la caisse, j'ai disqualifié les dépôts à terme, j'ai disqualifié le placement en action, puis j'ai disqualifié le Jeep Cherokee. Fait que j'arrive à 85 000 d'actifs non utilisés en entreprise versus 432. Faites le ratio. Faites le ratio 432 sur 517, qui est la somme de 432. C'est qui est la somme de ces deux-là, finalement, ici. Là. Ça donne 517, 725. Faites le ratio 84 %. Donc, dans le magasin Atmosphère qui vient d'être vendu, 84 % de la juste valeur marchande des actifs sont utilisés en entreprise. Dit autrement, il y a 16 % d'actifs non utilisés.
C'est-tu trop 16 en excédent? Ou en tout cas, dit autrement, est-ce que 83, ça marche? Ça ne marche pas. Il aurait fallu que ce ratio-là donne 90. Qu'est-ce qu'on dit à M. Royer? Tout ça pour dire, M. Royer, là, il vient de vendre ses actions, puis il espère que sa perte de 40 000 se transforme en PDTPE. Il semble que le critère ici, voulant que 90% des actifs soient utilisés en entreprise, ça soit non. Fait que si on laisse ça comme ça, si on ne fait aucun changement dans la transaction, M. Royer ne qualifierait pas sa perte en capital de PDTPE. Auriez-vous des solutions à lui proposer? C'est un peu loser de dire « c'est plate, t'as passé proche ». On peut-tu se mettre en mode solution? Qu'est-ce que vous lui proposeriez à la vue de ça? Moi, je dirais à M. Royer, attendez, vendez pas tout de suite. T'sais, stop, vends pas tes actions tout de suite, on voit ça ne marchera pas. Attends une semaine. Okay? Donne-moi une semaine pour réagir. Et là, on a une semaine devant nous pour améliorer ça. On peut faire des transactions dans la semaine qui amélioreraient le portrait de ce ratio-là. Vous allez dire? Ben oui, sors les actifs non admissibles. Tout ce qui est non admissible comme actif, essaie de sortir ça de la compagnie, verse les dividendes à l'actionnaire, fais quelque chose, mais sors ça de la compagnie. Payer des passifs. Prends tes actifs qu'il y a là, liquide-les, va payer tes dettes. Comme ça, tu vas baisser. Les dettes, on s'en fout, mais tu vas surtout baisser ton encaisse puis tes actifs non superflus. Fait qu'effectivement, il y a des trucs. Il ne faut pas se démoraliser devant un ratio qui n'est pas respecté. On appelle ça de la purification. Il y a des trucs pour améliorer. Fait qu'à l'examen, vous allez assurément être mis devant une question comme ça de perte en capital qui se transforme en PDTPE. Il va falloir que vous maîtrisiez très bien ces critères-là qui sont ici. Là, je manque de temps, je me rends compte, il me manquait un élément qui est en bleu. Quand une perte en capital se transforme en PDTPE, pas oublier d'y retrancher toutes les DGC, toutes les déductions pour gain capital qui ont été prises dans le passé. Dans le cas de M. Royer, il y en avait 12 000 qui auraient été retranchés de notre transformation. Donc, au besoin, allez voir la solution. Vous allez voir comment on a traité, à quelle conclusion on est arrivé en fonction de tous ces paramètres-là. Le 90%, c'est juste au moment de la vente, c'est pas un an. Le test de 90%, il faut le rencontrer la journée que tu transiges, sans plus. Il n'y a pas de test puis de ratio à respecter à une autre date. C'est un petit peu différent pour la déduction. Peut-être avoir un test de plus à rencontrer sur une période de 2 ans. Merci tout le monde, passez une bonne semaine.